Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la nouvelle séquence. Cette séquence elle s'appelle Rendez-vous et chaque semaine je vous emmènerai rencontrer un acteur incontournable de la mode. Maj, Sandro, Etam, Bache, toutes les marques que vous adorez, elles ont un point en commun. C'est un homme, Michel Athias. Il fabrique tout pour tout le monde. Allez, je vous emmène, interview exclusive, Emma Easton pour Master of Disney. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos bureaux chez Athias Group. Quand je me suis habillée ce matin, de façon formidablement harmonieuse, sans faire du tout attention, oui. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, je suis habillée, c'est plus du made in, mais oui. du made by. Je suis made by Athias, des pieds à la tête. Vous me battez là. Je porte que des marques différentes Oui. et toutes les marques sont produites chez vous. Ma première question, c'est comment définissez-vous votre métier? Nous sommes le back-office de nos clients et nous sommes des facilitateurs de business pour eux. En général, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que je leur demande d'être créatifs, de savoir ce qu'ils veulent, et ensuite d'être inventifs dans la commercialisation, de savoir comment le vendre. Et nous, schématiquement, on s'occupe de tout ce qui se passe entre les deux étapes. Vous vous occupez de tout pour vos clients. Quelles sont d'ailleurs les étapes majeures? D'abord, il y a l'assistance à la création. Nos clients sont en général très talentueux. Ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils ont des intuitions, ils ont des envies pour leur collection. Nous, on est là pour leur amener, leur mettre en face de leurs envies des outils de production que nous maîtrisons, des qualités de matière, des produits, des détails de finition qu'on leur présente. Et eux, du sourcing. Voilà, du sourcing, mais un sourcing matière, un sourcing finition, un sourcing traitement, dans tous les domaines où nous exerçons. Et eux, avec comme une pâte à modeler, on va dire, on leur donne l'outil et eux construisent leur collection avec notre assistance, avec les éléments qu'on leur donne. C'est eux qui mixent tout ça pour en faire leur style, leur produit. Nous, après, on s'assure de leur monter leur proto, de la mise au point avec eux. Ensuite, nos clients qui ont besoin de collection, on les leur fait, bien sûr. Ensuite, nos clients les vendent ou les commercialisent dans leur boutique, dans leur réseau, en gros, etc. Et ensuite, vient la partie production. On reçoit leurs commandes, on la gère, on fait les contrôles qualité tout au long des chaînes, on gère les plannings de nos usines et on s'assure qu'elles soient livrées dans les meilleures conditions du monde. Voilà. Alors en fait, vos activités, vous les avez réparties dans le monde en fonction de leur domaine de compétences. Disons que nous avons ouvert des bureaux dans différents pays du monde en essayant de compléter une gamme d'offres. Alors nous ne couvrons pas tout, mais je dirais qu'on couvre à peu près 50, 60, 70% d'un vestiaire complet, sachant qu'on peut faire en proximité ou en grand import, sur du très haut de gamme ou sur du moyen de gamme, des produits aussi divers que du cuir ou du t-shirt, des robes ou des pulls. Enfin, ou le tissu écologique au Pérou, par exemple. Même on peut faire, voilà, on fait des produits écologiques au Pérou ou ailleurs, d'ailleurs pas seulement au Pérou. On a un département accessoires, donc on peut accompagner nos clients s'ils veulent faire de la bagagerie, des chaussures, des choses comme ça. Voilà, on essaye d'être aussi complet que possible, mais nous exerçons seulement dans les pays où nous avons nos bureaux qui peuvent donc accompagner, gérer, donner un vrai service. Et alors justement, quelle valeur donnez-vous au Made in France? Qu'est-ce exactement le Made in France aujourd'hui? Plus qu'un Made in France, je dirais aujourd'hui, il faut parler d'un Made in Europe. Aujourd'hui, nos clients ne raisonnent plus, malheureusement, mais c'est comme ça, seulement sur un Made in France, c'est-à-dire le pays, la France, dans ses frontières. Mais quand je vois nos marques plutôt haut de gamme, ils sont soucieux, par contre, d'un vrai Made in Europe. On a beaucoup de nos clients très haut de gamme qui quittent le grand import, l'Asie, etc., pour rapatrier leur production sur de l'Europe. Mais ce positionnement est-il recherché en fait? Dans votre portefeuille de clients, on retrouve du moyenne gamme, du haut de gamme. On est étonné par l'ensemble de gamme que vous proposez. Oui, c'est vaste, parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde a le souci de la qualité. Pas seulement les marques prestigieuses, mais même les marques de grande diffusion, de grand public, ont un souci de qualité très important. La seule différence sera le choix des matériaux, moins chers, les bases de matière, les bases de fil, les bases de tissu moins chères, et peut-être aussi moins d'accessoirisation, de valeur ajoutée sur les produits. Mais je dirais que les exigences de qualité sont vraiment les mêmes pour moi aujourd'hui. D'ailleurs, nos contrôleurs qualité dans tous les pays, dans nos différents bureaux, travaillent de la même façon
pour une marque prestigieuse et pour une marque moyenne gamme. En parlant de ça, comment travaillez-vous avec les jeunes marques qui n'ont pas la puissance de distribution des grandes enseignes? Vous êtes parrain de ces jeunes marques, comment ça se passe? Écoutez, d'abord je trouve qu'il faut garder la mémoire de nos débuts. On a nous aussi été petits et je trouve qu'il est normal d'essayer d'aider des jeunes boîtes qui n'ont pas encore ni de notoriété, ni de fonds pour pouvoir se développer seuls, de les aider, de les assister au moins en leur permettant de créer des premières collections, de les commercialiser et leur donner la chance d'essayer de faire que ça marche, disons. Donc ça, c'est un peu au feeling. Nous ne faisons pas de publicité autour de nous, mais nous avons un réseau. Nous avons aujourd'hui, comme on est des anciens dans le métier, heureusement et malheureusement, je dirais. Depuis 1975. Ça fait bientôt 40 ans. Et donc, on est connus, donc on nous appelle souvent. Des amis d'amis, des stylistes qu'on a rencontrés dans du professionnel viennent nous voir. Et on essaye chaque saison de prendre une ou deux jeunes pousses et de les aider à grandir. Malheureusement, on est dans un métier très difficile, ça ne réussit pas toujours. Mais de temps en temps, on a de très belles satisfactions et en général, on a un joli retour à ce moment-là, et financier et aussi personnel, dans le sens où c'est toujours formidable de voir des jeunes boîtes prospérer après en ayant démarré chez nous. Voilà. En parlant de ça d'ailleurs, le côté annuel et les saisons, en fait, est-ce que c'est pas compliqué pour l'acheteur, le décalage entre la saison et la mise en vente de la collection? C'est-à-dire en gros de trouver l'été au mois de janvier. C'est terrible, malheureusement on est prisonnier d'un système qui est un peu faussé aujourd'hui, à savoir que les soldes démarrent quand la saison n'a pas démarré quasiment. Alors maintenant, la façon de comment nos clients évoluent là-dessus, c'est en faisant beaucoup de mini-collections qui sont introduites plus tard dans la saison, qui ne sont pas forcément d'ailleurs soldées en même temps que le reste, et qui amènent de la fraîcheur plus loin dans la saison. Il est vrai aussi que, par exemple, très souvent, les collections d'entrée de saison d'hiver sont encore quasiment des collections d'été. Donc on va retrouver en juillet, août, par exemple, en magasin, des produits qui sont déjà partie de la collection d'hiver de nos clients, mais qui sont encore des produits de demi-saison qui peuvent être mis facilement. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai décalage un peu absurde, en fait. Une course par anticipation comme ça, qui fausse un petit peu l'offre dans les magasins. Mais la notion des soldes, des promotions, de l'explosion des ventes privées, est-ce que ça ne brouille pas la notion de prix dans l'habillement aujourd'hui? Quel est le juste prix dans l'habillement? Complètement la notion de prix. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a pas de juste prix. Le juste prix dans l'habillement, c'est réellement la valeur perçue par le client par rapport à l'image d'une société qu'elle véhicule par sa communication, par son marketing, par son style, etc. C'est la seule valeur qui existe aujourd'hui. On pourra se sentir gratifié d'acheter cher chez un tel et floué d'avoir acheté pourtant très bon marché chez un autre, parce qu'on ne percevra pas les choses de la même façon. Mais il n'y a pas d'autre vérité que celle-là, à mon avis, aujourd'hui. Mais vous qui êtes toujours à la pointe, est-ce qu'en interne, vous avez une cellule de recherche et développement? Absolument. Nos clients, d'ailleurs, nous demandent aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand nous avons démarré, nous étions simplement des exécutants. Nos clients nous donnaient un dossier à reproduire, point final. Et au fur et à mesure de l'évolution, aujourd'hui, nos clients attendent de nous en permanence des nouvelles pistes, des nouvelles propositions, des nouveaux développements. Et donc, nous travaillons du vrai conseil et puis vraiment des idées. En fait, tout le monde est à la recherche de nouvelles idées et on est là pour en offrir aussi. Bon, ils ont leurs propres recherches, stylisme, etc. Mais nous-mêmes... Vous qui êtes implanté partout, vous avez quand même la main mise. Nous-mêmes, on essaye de leur amener en permanence des nouveautés, des qualités, des traitements aussi. Nous avons des développeurs, nous travaillons avec des tricoteurs, avec des filateurs qui font des recherches de matière en permanence. Et nous essayons d'offrir constamment à nos clients des nouveautés. On retrouve souvent sur votre site le mot réactivité. C'est une question que je me pose dans un monde où trône l'immédiateté. Oui. Entre une commande et une livraison, combien de temps à peu près? Il y a tout. C'est ça qui est bien dans notre métier aussi. Il y a tout, suivant d'abord les sites de production. On est moins réactif en grand import si je produis en Chine ou en Inde
Ça va me prendre un peu plus de temps que si je produis au Portugal ou en Tunisie, par exemple. C'est-à-dire 2-3 mois, 3-4 mois? Alors, ça peut être, je dirais, dans un monde idéal, on ferait tout en 4 mois, ça serait formidable. Aujourd'hui, même en Asie, on nous demande souvent de produire en 2 mois, 2 mois et demi, 1 mois et demi. Alors, on essaye de satisfaire au mieux, mais c'est pas simple. Et en prochain port, en Tunisie, mais surtout par exemple au Portugal, on arrive à faire des miracles absolus aujourd'hui. Moi, j'ai un de mes clients et amis qui vient de signer une très très grosse nouvelle licence. C'est un projet qu'il a signé il y a 10 jours. En une semaine, on lui a sorti une vingtaine de nouveaux motifs, de nouvelles impressions. Il nous les a validées hier. Et on va lui livrer, il veut une mise en place extrêmement rapide, on va lui livrer une marchandise dans une semaine. Donc ça, c'est un... Ça, c'est un coup de baguette ça, magique. Ça, c'est très extrême, très particulier. Il y croit beaucoup, il veut faire une mise en place très tôt. Enfin, c'est un ami, je le connais, on a fait déjà beaucoup de belles aventures ensemble. Donc c'est motivant pour tout le monde. Voilà, c'est le cas extrême de ce qu'on peut faire si on veut vraiment raccourcir au maximum et se donner vraiment beaucoup de mal pour y arriver. Est-ce que c'est ce que vous appelez le circuit court et le circuit long? Ça, c'est le circuit ultra méga court, on va dire. Mais je dirais qu'un circuit, voilà, circuit court, c'est-à-dire ce que nous faisons beaucoup au Portugal, par exemple, c'est des livraisons en 4 à 6 semaines. Ce qui est déjà extraordinairement court, puisqu'on parle de souvent très gros volumes, avec des très grands comptes, de gens qui nous demandent en plus, non seulement la marchandise, mais tout un environnement de marquage, de préparation, de code barre, etc. Et on doit tout rentrer dans un délai de 4 à 6 semaines. Ça, on arrive à le faire. C'est le prochain port. Et c'est pour ça que d'ailleurs ces pays de prochain port qui ont été très entamés par ces années où les clients ne cherchaient que le prix, où ils partaient loin, une partie de ces clients reviennent pour partir en tous les cas parce qu'ils veulent du service, du service, du service et du court terme. C'est tout l'effet, on va dire, l'effet Zara qui a réappris à tout le monde à voir les choses un peu différemment. Oui, est-ce que le système économique a changé le système de commande? C'est-à-dire que plutôt que de passer des grosses commandes, est-ce que vos clients vont plutôt multiplier les petites commandes? Enfin, les petites commandes, entre guillemets. Vous avez raison, non, mais c'est exactement ça. Il y a le risque stock diminue, disparaît, et même nos très grands clients préfèrent acheter moins pour pouvoir, en cours de saison, compléter leur offre ou réassortir. C'est-à-dire d'un réassort de produits qui fonctionnent bien. Réassortir donc les produits qui marchent pour éviter de se retrouver avec des monceaux de commandes en fin de saison. C'est plus du tout dans l'air du temps aujourd'hui. Michel, la façon de prescrire la mode a changé. Les journaux étaient avant très prescripteurs et aujourd'hui, tant mieux d'ailleurs pour Master of Details, on se rend compte que la blogueuse devient prescriptrice. Oui. Travaillez-vous avec des blogueurs ou des blogueuses? Nous travaillons déjà avec des blogueuses. Nous avons quelques jeunes et brillantes blogueuses qui elles-mêmes conseillent et elles-mêmes créent aussi d'ailleurs l'univers, la frontière entre le conseil pur et la création est souvent assez ténue. Et c'est évidemment très intéressant et je pense que ça va là aussi beaucoup évoluer grâce à Internet, dans le sens où les jeunes générations aiment se référer, s'identifier à des personnes, et les blogueuses finalement sont en général d'abord du même âge que celles qui les consultent. Ce sont des femmes normales qui parlent de façon normale, avec une communication qui est en général assez sincère, et finalement qui colle à la personnalité de chacune, d'où leur succès, et d'où le fait qu'elles sont suivies de plus en plus, et ça va évidemment continuer, et je pense que les blogueuses dans l'avenir vont être des prescripteurs essentiels de notre métier, à mon avis c'est une évidence. Michel Athias Group existe depuis 1975. Oui. Vous avez vu à quel point la distribution, la commercialisation a changé. Vous qui avez vu cette transition se faire, qu'en est-il aujourd'hui? Je dirais d'abord qu'effectivement, tout a changé énormément au bénéfice des clients, à mon sens. C'est-à-dire que je vois qu'aujourd'hui, les clients ont accès à des produits de bien meilleure qualité, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus riches, une offre beaucoup plus diversifiée, des prix finalement beaucoup plus bas qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a évidemment tout l'univers d'Internet qui a révolutionné aussi considérablement la distribution de la mode. Ce n'est plus anecdotique, c'est devenu plus qu'une niche, partie prenante de la distribution.
Ça permet un accès immédiat à plein de modes différentes. Et à tous. Bien sûr, à tous, à tous. Et puis, il y a aujourd'hui cette universalité d'Internet aussi qui fait qu'après tout, tout le monde peut voir tout, partout, tout le temps. Et je pense il n'y a plus de porte close. La porte close, en fait, n'existe plus. Et je pense que Internet, évidemment, au fur et à mesure, va continuer à émerger, se développer. Aujourd'hui, il n'est plus concevable pour une chaîne de magasins, une marque, de ne pas avoir un site et un site marchand qui donne accès à ses produits. Et ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Je ne crois pas que ça remplacera complètement jamais le commerce traditionnel parce que dans nos métiers, je pense que l'accès aux vêtements lui-même est quelque chose d'important. Mais on voit maintenant que les habitudes, surtout dans les jeunes générations, se tournent de plus en plus vers ce monde de l'Internet. C'est évidemment une révolution qui est en marche, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous faire un questionnaire Master of Details. Si vous étiez une invention. C'était une invention, le portable. Si vous étiez un créateur. Ralph Lauren. L'autre métier que vous auriez aimé faire. L'immobilier ou peut-être la gémologie. J'aime beaucoup les pierres. Voilà. Vous voyez, les bijoux et les pierres. Voilà. En quoi croyez-vous le plus? Je dirais la famille et l'amitié. Quelle est votre pièce essentielle? C'est-à-dire, demain, on vous dit que vous pouvez choisir une pièce. Laquelle vous choisissez? C'est compliqué, hein? Une belle paire de chaussures, je dirais. Mais enfin, se balader tout nu avec une paire de chaussures, ça serait peut-être spectaculaire. Mais j'aime bien les chaussures, effectivement. Quelle est votre plus belle aventure? Oh ben, sûrement ma famille, voilà. Mais tout est lié pour moi. C'est-à-dire même notre façon de travailler. Nous sommes une petite boîte tout de même, avec une ambiance familiale. On a très peu de turnover chez nous. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont avec moi depuis 30 ans, 35 ans. L'affectivité joue chez moi un rôle important. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions pour Master of Details. Vraiment, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup.